Dans l'actualité de ce lundi, à moins de 2 mois de l'élection présidentielle, on entame une nouvelle phase importante du processus électoral. Les dépôts des candidatures ont débuté ce 28 septembre à la CENI. 2 candidats indépendants étaient au rendez-vous ce matin. L'un d'entre eux a attiré tous les regards par son discours et par son apparence. Vous verrez et vous entendrez le candidat Issa Sawadogo dans ce journal. Lui n'a pas encore déposé sa candidature. Cela ne saurait sans doute tarder. Edi Kombo-Hugo, le président et candidat du CDP, s'est rendu dans la province du Sanguier ce week-end où il a pris part à une assemblée générale de son parti dans cette localité. Au cœur des discours, la remobilisation de la base pour la conquête du fauteuil présidentiel en novembre prochain. Et puis, les chiffres sont stratosphériques, plus de 26 000 milliards de francs CFA. Voilà la valeur de l'ensemble des transactions financières effectuées par téléphonie mobile dans la zone UEMOA en 2019. Et que dire du nombre de transferts effectués et de leurs impacts sur le système bancaire? Tous les chiffres et toutes les explications dans la chronique éco de ce journal. Et voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à ce 19h30. Comme annoncé en titre, ça y est, le bal est ouvert à la CENI. Les dépôts des candidatures à la présidentielle 2020 ont débuté ce lundi 28 septembre. Et pour ce premier jour de l'exercice, 2 candidats indépendants se sont rendus dans les locaux de la Commission électorale nationale indépendante. Et vous allez le voir, l'un d'entre eux, le tout premier, a suscité beaucoup de curiosité, d'abord par son moyen de locomotion, mais aussi par son discours. Tenez-vous bien, le candidat Issa Sawadogo a menacé de traduire l'État burkinabé en justice si jamais sa candidature était invalidée, et ce, malgré que son dossier soit incomplet. Reportage, Luc Pabelgam. Issa Sawadogo est venu de Waïguya à déposer son dossier de candidature à l'élection du président du Faso, n'a pas fourni 2 pièces qu'il ne juge pas indispensables, a reçu son récépissé de dépôt, menacé la CENI si jamais sa candidature était invalidée, a repris sa motocyclette et est reparti chez lui. C'est en résumé le passage du premier candidat à déposer son dossier à la CENI ce matin. Je suis le candidat du peuple, je suis le candidat de 90% de la population. C'est la raison pour laquelle je suis venu ce matin, pour dire, comment on appelle, Yelba, parce que ce n'est pas pour V8, il y a intelligent. C'est ça, c'est ce message en fait que je suis venu donner ce matin. Voilà, et dire que faut pas qu'on me néglige. Je suis un candidat de taille parce que je suis le candidat du peuple, tout simplement. Le candidat du peuple est sans caution de 25 millions et sans parrainage, mais pas de panique, dit-il. Issa Sawadogo remplit toutes les conditions. Par exemple, vous déposez votre candidature avec 25 millions et vous mettez 1 milliard pour battre campagne. C'est où vous avez eu ces sous. C'est ça aussi le problème. Il faut se poser la question, est-ce que quelqu'un qui met 1 milliard dépose 25 millions pour battre campagne? Est-ce que vous voulez qu'il soit comme Thomas Sankara? C'est très difficile que ce type-là soit Thomas Sankara. C'est un investissement et il est venu récupérer son investissement, tout simplement. Je suis venu dire non à tout ça. L'article 1 de la Constitution me permet de poser ma candidature. Est-ce que la loi de la CENI est supérieure à la Constitution? J'ai dit non, tout simplement. C'est ça ce que les gens ne savent pas. La Constitution, à son article, chapitre 1, article 1, me permet de déposer ma candidature sans 25 millions et sans le parrainage. Ça, c'est ce qui dit là. Lisez comment on appelle l'article 1 de la Constitution. Vous allez remarquer ça, tout simplement. Vous voyez, c'est ce qui fait que c'est cette injustice-là que je suis venu pour déposer ma candidature pour dénoncer. Et si on rejette, je vais attaquer, comment on appelle, le Conseil constitutionnel. Issa Sawadogo est candidat indépendant, conseiller d'intendance scolaire et universitaire de profession. Il est en poste à la direction régionale de l'enseignement primaire, préscolaire et non formel de Waïguya. Il est également écrivain et auteur de L'homme a perdu la raison. Si pour Issa Sawadogo, il est inimaginable qu'un Burkinabé puisse réunir 25 millions de francs CFA pour se présenter à l'élection présidentielle, pour le docteur Claude Aimé Tassambedo, enseignant-chercheur et 2e candidat à se présenter à la Commission électorale nationale indépendante ce premier jour, un candidat qui ne peut pas avoir 25 millions pour se présenter est un criminel en puissance. J'estime que j'ai tout au complet. Certains diraient comment 25 millions, un indépendant et tout ça. Mais j'estime que quelqu'un qui ne peut pas sacrifier 25 millions pour sauver son pays, c'est purement et simplement soit un inconscient, soit un criminel en puissance, comme disait Thomas Sankara. Le sacrifice vaut la peine aujourd'hui.
Cet autre candidat indépendant dit avoir déjoué le piège du parrainage requis et se dit l'homme de la situation. J'estime, au regard du diagnostic que j'ai fait sur la situation nationale, tout fils digne de ce pays doit s'engager pour essayer de réorienter les choses. Je suis un peu atterré par, j'allais dire, le recul. C'est mon point de vue sur le plan économique, social et sécuritaire. Je dis il faut s'engager au plus haut niveau pour avoir la chance de transformer, de révolutionner. Donc mon slogan, c'est la révolution politique en marche, c'est-à-dire changer radicalement tout ce qu'on constate aujourd'hui. C'est la première fois que la CENI reçoit les dossiers de candidature à l'élection du président du Faso. Avant, c'était le Conseil constitutionnel qui recevait ces dossiers. Les différents candidats ont 5 jours pour se présenter à l'annexe de l'institution. La CENI précise toutefois que les validations de candidature ne relèvent pas de son ressort. Et parmi les autres candidats attendus à la CENI pour le dépôt de leur dossier, l'un des poids lourds de la présidentielle à venir, Eddy Komboigo, était lui ce week-end dans la province du Sanguier où il a participé à une assemblée générale de son parti, le CDP, histoire de sonner la remobilisation de la base dans cette localité à moins de 2 mois du scrutin. Majid Bakou. À Réau, dans la province du Sanguier, le Congrès pour la démocratie et le progrès sonne la mobilisation. Ce 26 septembre, ils sont venus des 10 localités de la province pour prendre part à cette assemblée générale sur invitation des responsables locaux du parti. Occasion pour les militants de la province de réaffirmer leur attachement au CDP et leur engagement à ses côtés dans la perspective des prochaines élections. L'objectif, c'était vraiment de se préparer pour véritablement affronter le combat qui s'annonce parce que nous savons que c'est un grand enjeu qui nous attend et la préparation s'inscrit donc comme point que nous avons priorisé lors de cette Assemblée générale. 22 novembre 2020, date des prochaines élections se rapproche à grands pas et Eddy Komboigo appelle les militants à se donner la main pour une victoire éclatante du parti de l'Épier de la Daba. Le CDP s'est restructuré et vous êtes les structures du CDP ici présentes. Vous êtes les soldats du CDP. Vous devez vous battre, non pas pour défendre seulement le Sanguier, mais pour défendre l'ensemble des 45 provinces, des 18 millions d'habitants, pour que la paix revienne au Burkina Faso. C'est le premier point de mon programme. Mais pour y arriver, il faudrait que l'on pardonne, que l'on se réconcilie. Nous avons inscrit la réconciliation au second point. Mais ça va ensemble. Paix, réconciliation et paix. Si nous ne pouvons pas nous pardonner, si nous ne pouvons pas nous réconcilier, tout effort pour refaire reculer les terroristes serait vain. Nous n'y arriverons pas. Le bureau provincial du CDP section du Sanguier donne quitus aux différents responsables des sous-sections pour dérouler le rouleau compresseur et investir les villages reculés à la conquête de tous les militants du parti. Comme à Réau, Eddy Komboigo a pris part aux assemblées générales de Tanguène d'Assouré de l'arrondissement 3 de Ouagadougou, où le même message a été adressé aux militants. Élections présidentielles et législatives toujours au RPR. On affûte ses armes pour la campagne à venir. Si le Rassemblement des Patriotes pour le renouveau soutient le candidat Roch-Marc Christian Kaboré pour la conquête du fauteuil présidentiel, eh bien, Ali Badara et ses amis comptent présenter leur propre candidat. Pour ce qui est des législatives, l'équipe de campagne a été officiellement présentée hier au cours d'un meeting au rond-point de la transition. Ahmed Boy y était. Ils ont pris d'assaut le rond-point de la transition à Ouagadougou. Ce samedi 27 septembre, le RPR, Rassemblement des Patriotes pour le renouveau, mobilise ses troupes le temps d'un meeting. Ali Badra Ouedraogo installe officiellement son équipe de campagne pour les élections législatives prochaines. Camarades, à partir de ce jour, 27 septembre de l'année de grâce 2020, vous reconnaîtrez pour le compte des élections législatives de novembre 2020
Comme équipe chargée pour le camp du parti de piloter la campagne, les camarades dynamiques, engagés, combatifs, que vous avez devant vous, et par conséquent, je vous demande de les applaudir très très fort. Ali Badra et ses camarades soutiennent le candidat Rochma Christian Kaboré à la présidentielle prochaine. Pour les législatives, ce parti présentera des candidats dans 15 provinces du pays. Objectif, obtenir 4 sièges à l'Assemblée nationale. Pour les législatives, notre ambition, c'est de positionner tout au moins 4 députés à l'Assemblée nationale estampillés RPR afin de pouvoir à ce niveau également participer au débat démocratique et faire effectivement propager la vision politique du parti. Voici un peu les ambitions qui sont les nôtres. Et nous pensons qu'avec la détermination qui est donc nôtre, il n'y a pas de doute qu'au soir du 22 novembre, la victoire sera donc au rendez-vous. Et nous lançons un appel vibrant. Parce que ceux qui sont venus ce soir, c'est l'ensemble au niveau de la province du Kadiogo, de nos structures, des membres de nos structures. Nous savons que nos militants sont dans les quartiers, dans les arrondissements, les communes rurales, dans les provinces, dans les villages, les campements les plus reculés du Burkina Faso. Et nous comptons sur leur soutien ferme afin que notre projet politique puisse donc être couronné de succès. Parmi les 15 provinces visées par le RPR, on note la province du Kadiogo et celle du Wé, où ils présentent respectivement 18 et 12 candidats engagés dans la course à la députation. Et au moment où la classe politique prépare activement les échéances électorales de novembre prochain, eh bien, une partie de la société civile appelle à la prudence et à la recherche de la cohésion sociale. C'est ce que préconise le mouvement Amachiche Iniyu, présenté à la presse ce matin. Cette OSC juge inopportun d'organiser des élections dans un climat de fracture sociale. Les détails, Roméo Koeta. Alors que le Burkina Faso s'achemine inéluctablement vers les élections couplées du 22 novembre prochain et que les dépôts des candidatures ont même déjà débuté, Maître Larousse Yen continue de réclamer qu'elles soient reportées. Il estime que les bases de ces joutes électorales sont biaisées à cause de la fracture sociale. Il serait donc illusoire, selon lui, de penser à un scrutin apaisé, sans résoudre au préalable la question de la réconciliation nationale. Je veux être réaliste. Sans réconciliation, ces élections, si elles se tiennent, peut-être que vous me chercherez à Ouagadougou ici, encore pour me dire, mais maître, on dirait que vous aviez vu clair. Je ne crois pas que même s'il y a élection, que le pays sera paisible, ce pays sera dans le calme, pour laisser les mains libres encore à ceux qui seront élus de diriger ce pays. Je n'en crois pas un mot. L'avocat se défend d'être un oiseau de mauvais augure. Il se présente plutôt comme une personne éprise de paix et de cohésion sociale. C'est pourquoi, à travers son mouvement dénommé Amachia Iniyu, il veut emmener chaque Burkinabé à être un acteur de cohésion sociale. Amachia Iniyu est un concept qui veut répandre sur toute l'Afrique la notion d'amour. Amachia Iniyu n'est pas un parti politique. C'est clair, ce n'est pas un parti politique. Amachia Iniyu veut dire qu'en toi, en chacun de nous, il y a le Messie de paix. En toi, il y a le Messie d'amour. Et tout ce que nous avons tous à faire, c'est de ressortir ce Messie d'amour. C'est de ressortir ce Messie par les actes que nous posons. Et concernant les actions sur le terrain, Maître Larousse Yen ne veut pas perdre du temps. Dès les semaines à venir, il compte rencontrer le chef de l'État, les acteurs de la société civile et des exilés politiques tels que Blaise Compaoré. Objectif, leur expliquer sa vision et sa démarche pour parvenir à une réconciliation et une paix durable au Burkina Faso. Dans l'actualité de ce lundi également, la 3e édition du dialogue État-secteur privé. Abobo Djoulasso, membre du gouvernement et acteur du monde des affaires, ont échangé sur les solutions structurelles aux problèmes qui entravent le développement du secteur privé. Bobo Djoulasso, Jacob Zongo, Sotou Augustin Dabiré. C'est parti pour la 3e édition de la rencontre nationale État-secteur privé. Fortement mobilisés aux côtés du gouvernement, ces acteurs du secteur privé entendent explorer les problématiques majeures autour de la promotion du secteur privé. Et le secteur privé a besoin de l'investissement public pour pouvoir s'appuyer sur des fondamentaux pour réaliser l'ensemble des projets
que ce soit donc des projets liés à la commande publique ou bien des projets purement, je l'ai dit, des initiatives privées. Et nous avons pensé que pour réussir cette action, il est bon qu'il y ait un dialogue permanent entre le gouvernement et le secteur privé. Et la formule qui a été trouvée, c'est que nous puissions faire donc des rencontres régionales pour qu'avec la politique de décentralisation, qu'au plan local déjà, il y a des questions qui peuvent être prises en charge par les mairies, les gouverneurs, les provinces, notamment donc les questions donc, de sécurité, d'accessibilité à des terres ou à des environnements pour réaliser des activités économiques, des espaces. Que nous puissions aussi au niveau donc, des régions, s'il y a donc des décisions à prendre au niveau donc, des gouverneurs, que ces questions puissent être traitées. Et enfin, que de manière transversale, les secteurs donc, qui ont des activités, j'allais dire, qui se rejoignent, puissent se retrouver. Et ces rencontres sectorielles ont eu lieu, qui ont été présidées par des ministres pour traiter donc, des questions transparentes liées donc, à des secteurs qui ont des convergences en termes d'activité. Véritable tremplin d'échange entre État et secteur privé, ce cadre de concertation et de dialogue est le canal idéal pour les acteurs du privé de porter à l'État leurs attentes, mais aussi formuler des recommandations pour la relance du secteur privé. Étant donné que 99% du tissu des entreprises burkinabées sont constitués de PME, de petites entreprises, de micro-entreprises qui ne sont pas suffisamment organisées toujours pour avoir accès à ces marchés. Donc c'est l'occasion ici que nous avons le Premier ministre et surtout le ministre du Commerce de lui dire voilà les contraintes que nous avons, nous, secteur privé, pour qu'on puisse accéder à ces marchés. Donc nos attentes, c'est de dire nos contraintes, de voir avec le gouvernement qui est à l'écoute du secteur privé, de voir comment nous pouvons lever ces contraintes pour qu'effectivement on ait un essor cohérent et évolutif du secteur privé burkinabé. La cérémonie d'ouverture de la 3e édition de la rencontre nationale État-secteur privé, qui a connu la présence du Premier ministre, chef du gouvernement, a été aussi marquée par des expositions et des visites de stands pour permettre aux membres du gouvernement de toucher du doigt les potentialités et le savoir-faire du secteur privé. Rendez-vous est pris pour le 29 septembre 2020 pour la clôture des concertations. Voilà, et la transition est toute trouvée pour passer à la chronique écho de ce journal. Si vous me permettiez de vous poser cette question, possédez-vous un portefeuille électronique? Très peu me répondront par la négative. Mais je voudrais vous demander également, savez-vous combien de transferts d'argent avez-vous effectués ou reçus via la téléphonie mobile en 2019? Vous n'en saurez sans doute pas le nombre exact, c'est-à-dire l'ampleur que prend ce système de transactions financières depuis quelques années. Et les chiffres sont mirobolants, astronomique dans la zone UEMOA. Tenez-vous bien, plus de 26 000 milliards de francs CFA ont transité par ce système de transfert d'argent l'année dernière dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Combien de transactions ont été effectuées? Là aussi, les chiffres sont affolants. Quels sont leurs impacts sur le système bancaire? Les détails avec Rémi Lambert-Lébier. Si les points de transfert électronique d'argent semblent être le type de petite entreprise qui prospère ces dernières années, c'est parce que les chiffres indiquent que c'est un secteur d'avenir. De 128 941 points de service actifs en 2017 dans l'espace UEMOA, on est passé à 276 840 points actifs en 2019, selon le rapport publié par la commission bancaire de l'UEMOA le 22 septembre dernier. Plus de 2,2 milliards de transactions ont été effectuées par les établissements de monnaie électronique en 2019 pour un montant estimé à 26 000 milliards de francs CFA. Plus de 51 millions de comptes ont été créés la même année, soit une progression de 37,9% par rapport à l'année précédente. Selon la commission, ce qui explique le volume de transactions et surtout le montant, la hausse de la valeur, c'est peut-être la facilité par laquelle cela se fait actuellement. Il y a eu un temps où, je crois, dans la zone UEMOA, le téléphone portable est un produit de luxe. Ce n'était pas un produit acquis par tout le monde. Et il n'y avait justement pas beaucoup de ce type de transactions. Je crois qu'au début, il n'y avait que 2 ou 3 services, grands services qui le faisaient. Et actuellement, en 2019, en tout cas, je crois qu'il y a déjà 10 opérateurs quand même dans toute l'Union qui proposent ce genre de transfert. Donc non seulement il y a
l'offre qui est là, il y a beaucoup de prestataires et aussi il y a la demande qui est forte parce que c'est pratique, c'est fiable, c'est d'un téléphone à l'autre, on n'a pas besoin de passer par un intermédiaire autre que celui qui envoie l'argent. Donc c'est peut-être ces raisons-là qui expliquent que les IME ont de plus en plus de valeur et prennent de plus en plus de pas sur les autres types de transactions. On peut parler peut-être de Western Union et autres. La monnaie électronique est tout simplement l'avenir du système bancaire dans la zone UEMOA. La concurrence entre opérateurs de téléphonie mobile et banques s'y glisse doucement. C'est vrai qu'il y a quand même, si je prends l'exemple de Orange, par exemple en Côte d'Ivoire, qui a déjà installé sa banque, qui garde un peu le monopole sur ça, le transfert de monnaie électronique, oui. Mais il y a des banques déjà qui le font, peut-être pas de la même manière, mais qui trouvent des astuces et des systèmes pour aller directement vers le digital. Donc, ça va être peut-être un conflit entre les opérateurs de téléphonie et les banques, mais ce qui est sûr, le système en lui-même est déjà géré et prédéfini par la BCEAO. Donc, de toute façon, ils devraient s'entendre parce que c'est la BCEAO qui décide d'accorder la motion d'ouverture à un établissement électronique de monnaie. C'est à elle aussi qui revient de fermer cet établissement-là si elle constate des manquements graves. Donc, que ce soit les opérateurs de téléphonie ou que ce soit les banques, ils devraient se conformer à la réglementation de la BCEAO pour ça. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest fait office de régulateur, mais aux yeux de certains observateurs, le principal défi sera d'avoir un contrôle efficace sur ces établissements de monnaie électronique. Ils sont de plus en plus suspectés d'être le réseau privilégié pour le blanchiment d'argent et toutes ses conséquences. C'est un événement important dans le secteur économique de la sous-région, la SAMAO, la semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest, dont la 5e édition n'a pu se tenir à cause de la crise sanitaire. Elle a été remplacée par une visioconférence des ministres des Mines du Sénégal, du Bénin, du Tchad et du Burkina Faso, une webinaire qui s'est penchée notamment sur l'impact du coronavirus sur le secteur minier de la sous-région. Mamounata Kaboré. Jeudi 24 septembre 2020 à Ouagadougou, en lieu et place du décor des grands jours de la SAMAO, la semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest, c'est cette tribune qui sert de cadre de rencontre pour les ministres en charge des mines de la sous-région. Covid-19 oblige, ils sont réunis en visioconférence pour justement faire le point de l'impact de la pandémie sur le secteur minier. Nous avons vécu où nous vivons cette pandémie et nous avons remarqué que nous avions dans les différents pays des capacités de résilience. Si vous prenez le cas du Burkina Faso, dans la production de l'or par exemple, au 30 juin 2019, nous étions à 25,62 tonnes et au 30 juin 2020, nous sommes à une production de 26,5 tonnes, ce qui fait que nous pensons que d'ici la fin de l'année, nous allons pouvoir atteindre les 53 ou 55 tonnes, contrairement aux 50 tonnes que nous avons réalisées en 2019. Impact de la Covid-19 sur l'exploitation minière, la plateforme sert aussi de cadre de partage d'expériences. Au Sénégal, par exemple, l'État a dû mettre à la disposition des entreprises minières des fonds de garantie. Pour les entreprises, il y avait des fonds de garantie. Parce qu'au niveau des banques, il y avait des difficultés pour pouvoir les créer des sociétés qui devaient être en phase d'exploration ou bien les PME. Et donc, il y avait un fonds de garantie pour différer déjà les remboursements. Donc, ça, c'est une initiative nationale qui inclut donc la stratégie au niveau du secteur des mines. Du Sénégal au Bénin, en passant par le Tchad et le Burkina Faso, les patrons des départements miniers sont unanimes. La Covid-19 a fortement éprouvé les activités.
mais elle retiendra la capacité des différents pays à résister, eux qui ont dû développer de nouvelles stratégies probantes de fonctionnement. Au Burkina Faso, par exemple, tous les emplois ont été maintenus dans le secteur des mines. Tout autre chose, ils constituent un maillon important dans la chaîne du système de santé national et pourtant leur rôle et les difficultés auxquelles ils sont exposés sont parfois méconnus ou très peu connus. Il s'agit des stagiaires internes des centres hospitaliers et universitaires. Eh bien, ceux du CHU Sourou-Sanou de Bobo-Dioulasso ont organisé une journée à leur consacrée pour mieux faire connaître leur mission, surtout Justin Dabiri. Communément appelés stagiaires internes, ces étudiants, la plupart en fin de cycle à l'Institut supérieur des sciences de la santé INSA, sont quotidiennement au chevet des patients et du personnel soignant au centre hospitalier universitaire Sourou-Sanou. Ces futurs médecins ont en autre mission d'apporter du réconfort aux malades. Une mission parfois méconnue du grand public en dépit des efforts consentis par ces étudiants stagiaires. Beaucoup de personnes ne savent pas quel est le rôle du stagiaire interné à l'hôpital Sourou-Sanou. Donc c'était une occasion pour nous de revisiter la place de cet interne avec nos maîtres et entre nous-mêmes stagiaires internés ainsi que nos jeunes frères stagiaires externés et de discuter et de dégager certaines perspectives qui permettront de mieux envisager de meilleurs auspices pour la formation des stagiaires internés. Accueil, assistance, diagnostic préliminaire, voici en outre les tâches auxquelles s'adonnent les stagiaires du CHU Sourou-Sanou au quotidien. Autant d'actions nobles qui ne laissent pas indifférents les encadreurs. Dans les hôpitaux sont ceux qui sont au premier rempart à l'arrivée des malades. C'est ceux qui accueillent les malades, qui leur prodiguent les premiers soins, les premiers diagnostics. Et ils sont extrêmement exposés dans nos conditions de travail qui sont très pénibles. Malgré toutes ces difficultés-là, ils ne rechignent pas à la tâche et donc c'est normal que nous soyons toujours à leur côté pour les accompagner dans leur formation et dans toutes les activités qu'ils mènent. Moment de communion entre parents et filleuls, cette journée des stagiaires internes a été une occasion pour le président de l'université Nazir Boni de prodiguer des conseils, des recommandations, mais aussi des félicitations aux stagiaires du CHU Sourou-Sanou. Aujourd'hui, on peut s'enorgueillir parce que ces enfants ont réellement travaillé, ont réellement posé les bases et se sont sacrifiés, n'est-ce pas, dans la prise en charge justement de cette pandémie. Et donc c'était pour moi en tout cas une occasion, étant parrain, de pouvoir leur dire ça de vive voix et les féliciter. À la fois scientifique et socioculturelle, cette journée des stagiaires internes a été marquée par des actions de dons de sang, des panels, mais aussi des séances d'aérobic. Selon le président de l'université Nazir Boni, des perspectives de formalisation des journées des stagiaires internes seront entreprises pour assurer sa pérennisation. Et pour terminer, l'insistance a été une fois de plus portée sur le changement de comportement des populations afin d'inverser les tendances d'émission des gaz nocifs dans différents secteurs. Voilà encore le refrain entonné lors de la 8e édition des Journées internationales des faibles émissions de gaz à effet de serre et de la protection de la couche d'ozone. Plus d'explications. Alexis Belemnaba. Défis énergétiques et qualité de l'air, c'est sous ce thème que se tient à Ouagadougou la commémoration de la 8e édition des JIFEC, Journée à faible émission de carbone, et la 35e Journée internationale de la protection de la couche d'ozone. Instituées en 2008, les JIFEC ont pour objectif de contribuer à la sensibilisation de la population sur les dangers liés à la pollution de l'air et d'appeler la population à un changement de comportement afin d'inverser les tendances d'émission des gaz nocifs dans les différents secteurs de production. Donc c'est dans le cadre de ces missions-là que le ministère, à travers justement la direction de la préservation de l'environnement, organise chaque année, en collaboration justement avec la communauté internationale, ces journées-là que nous appelons donc journées à faible émission de gaz à effet de serre, de gaz de carbone, qui permet un peu de sensibiliser les acteurs sur également leur rôle et leur devoir de prendre donc des mesures idoines dans leurs activités quotidiennes pour que le Burkina Faso puisse être inscrit sur la liste donc, des pays qui maîtrisent justement donc, ces réserves de gaz dans l'atmosphère.
Selon une étude réalisée en 2007 par le ministère en charge de l'environnement sur la qualité de l'air à Ouagadougou, il ressort que les engins à 2 roues sont responsables d'environ 60% de monoxyde de carbone émis et les engins à 4 roues 33%. Ce qui est plus important, c'est de dire que le Burkina Faso fait partie de l'association des raffineurs et distributeurs africains, qui est l'ARA, qui est en train de travailler pour améliorer la qualité du carburant dans l'Afrique. Et les conditions minimum requises pour qualifier le carburant de bon, nous les avons. Donc je pense que le carburant de la Sonabi est de bonne qualité. Si on veut se situer en termes d'Afrique, je dirais que cette année, en 2020, on prévoyait atteindre l'Afrique 4. Voilà, donc, mais présentement, on est encore en Afrique 3, mais comme 2020 n'est pas terminé, voilà, je pense que d'ici là, on pourra parler de normes Afrique 4. Une campagne de contrôle de la qualité de l'air effectuée courant novembre 2018 à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso donne des résultats sur les polluants particuliers qui sont doublement supérieurs aux normes nationales et à celles de l'OMS. Voilà, et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci encore une fois de votre fidélité renouvelée. Rendez-vous donc demain à 19h30 à la même heure. Au revoir.